Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je vais vous parler d'un film muet allemand fort célèbre qui fêtera ses 100 ans d'ailleurs à la fin de cette année, sorti donc en 1924, Le Dernier des Hommes, ou en version originale, c'est le même titre, Der Letzte Mann. Désolé pour mon allemand qui est toujours un petit peu limité, réalisé par le grand Friedrich Wilhelm Murnau qui avait auparavant fait Nosferatu et qui fera ensuite L'Aurore, deux immenses métrages que j'ai déjà évoqués sur la chaîne. Au scénario, nous avons Karl Mayer, qui avait coécrit Le cabinet du docteur Caligari, et qui sera aussi aux manettes scriptales, je sais pas, hein, je fais du néologisme, c'est joli, sur l'Aurore. Voilà. Et en tant que chef-op, nous avons un certain Karl Freund. Alors je le cite parce que il a beaucoup travaillé avec Murnau, mais il va ici élaborer, en sa compagnie sur ce métrage, une technique, du moins la perfectionner, peut-être qu'il l'avait déjà entreprise avant, hein, qui va donner un visuel assez particulier et novateur à l'époque dans l'histoire du cinéma. J'y reviendrai ensuite. Au casting, le rôle principal est tenu par Monsieur Emil Jannings, qui est quand même un acteur très charismatique et marquant hein, par son jeu de corps et d'émotion parfait pour le cinéma muet, qu'on verra par la suite dans L'Ange Bleu, dont j'ai parlé aussi sur la chaîne il y a quelques mois. Voilà. D'autres personnalités autour que je ne vais pas forcément citer, hein, parce que finalement, ce sont quand même des noms germaniques et j'ai pas envie de trop les écorcher. L'histoire est simple sur le papier. On va suivre un portier qui vraiment a sa gloire personnelle, hein, à travers son costume, sa magnifique livret, et qui, du jour au lendemain, va tomber de son piédestal, alors que ça fait des années qu'il accueille tout le monde au Grand Hôtel Atlantique. Le gérant de ce dernier décide de le remplacer par quelqu'un d'autre et de le faire travailler aux toilettes, remplaçant lui-même d'ailleurs quelqu'un qui part à la retraite. On voit ici le roulement social qui écrase les individus, c'est une des thématiques évidemment principales du film. Donc du jour au lendemain, ce monsieur qui n'a pas de nom se retrouve abattu, désespéré, déshonoré, mais il se refuse vraiment de lâcher prise, y compris pour sa famille, mais surtout son voisinage. Parce qu'il paraissait vraiment très bien, avec sa belle envergure derrière ses apparats de portier. Tant et si bien donc qu'il va dérober le fameux habit, et va mentir, enfin par omission, en continuant à se balader avec, jusqu'au jour où une des voisines, là, va découvrir le poteau rose, donc ça va être double déshonneur pour notre héros, anti-héros, comme vous voulez, qui va être jugé par la vindicte populaire après avoir été déclassé quelque part. Donc descente aux enfers, etc. Jusqu'au moment où il va y avoir un ultime retournement de situation ou pas, hein, sur lequel je ne dirai peut-être pas grand-chose, du moins précisément. Je ne sais pas encore, au moment où je fais cette bafouille, hein, ça reste un pro-ciné critique. Ce qui est certain, c'est qu'ici nous avons un Murnau très fort dans ce qu'il entreprend, parce qu'il réussit à marier un petit peu quand même deux styles potentiellement opposés, à savoir l'expressionnisme allemand, hein, qu'il avait déjà bien épluché dans Nosferatu, entre autres, côté surréaliste par moment, mais on reste quand même dans voilà, la réalité des choses là, et une forme de naturalisme social très proche donc de ce discours sur une certaine évolution de la société, quelque part, qui est très propre à un style de cinéma muet qu'on appelle le Kammerspiel, qui vient du théâtre, hein, où avec très peu d'effets, normalement, hein, sur le papier, avec très peu de discours, donc d'intertitres aussi, vraiment du cinéma muet, ou au théâtre, voilà, on n'en disait pas grand-chose, et on montrait donc des réalités terribles ou sociales de certaines personnes. Là, c'est le cas. D'ailleurs, il n'y a quasiment pas d'intertitre dans le film, il y en a un avant le basculement final, il y a une introduction au début hein, qui parle aussi, voilà, quand tu es le premier, un jour tu peux finir le dernier, hein, vous voyez l'aspect biblique qui sera retourné à un moment peut-être dans le film. Et sinon, c'est vraiment du pur cinéma muet, et donc c'est du pur cinéma. Parce que c'est pas qu'on l'oublie, non, on le sait, nous, quand on regarde un film, parfois on s'en rend pas compte, on met pas les mots dessus, mais avant tout, le cinéma, donc, c'est l'art de l'image. Et au-delà des mots. Et là, par les images, le film nous parle et nous raconte, par les émotions, ce qui se passe. Bon, après, l'intrigue, elle est super simple, hein, en soi. Voilà. Mais rien que par le jeu extraordinaire de Emil Jannings, qui est évidemment très appuyé, mais il le faut. Hein. C'est du cinéma muet, oui, mais bon, faire passer les informations, les émotions sans parole, sans discours, sans dialogue, forcément, c'est un peu dans le surjeu. Et c'est un surjeu très pesant,
qui nous accable, nous spectateurs, parce qu'on arrive à avoir une empathie pour ce pauvre homme, alors que pourtant, quelque part, sa gloire, elle est totalement absurde. Gardons en tête que le monsieur n'est que portier. Alors, c'est quand même un métier important, dans le sens où il accueille les gens riches et tout, mais c'est aussi une forme de serviteur. Hein, il porte des coffres et tout, mais par ses habits extraordinaires, sa livrée remarquable, très militaire d'ailleurs dans son aspect, le monsieur s'est cru au-delà de tout. Et évidemment, il a été respecté en tant que tel autour aussi, parce qu'il en a beaucoup joué. Et c'est presque burlesque dans un sens, hein, de le voir autant s'attacher à cela, et il suffit qu'il perde son boulot pour qu'il perde ce qu'il est. Donc c'est quelqu'un qui a tellement été écrasé par le système qu'il est devenu juste un métier. C'est-à-dire qu'il n'a pas de nom d'ailleurs dans le film. Voilà. Et donc une fois qu'on lui enlève cet habit, bon, par extension son travail surtout, eh bien il n'est plus rien. Le gars, il prend 20 ans d'un coup entre la scène avant où il l'est encore et après où il retourne dans la rue sans son costume. On le voit, c'est extraordinaire la façon de jouer de Yannick Zessi, parce que c'est du pur acteur, quoi, qui sait adapter sa posture selon donc la situation. Et même si c'est grotesque sur le papier, enfin, l'idée, voilà, d'être paru ce qu'il était ou ce qu'il n'était pas, au-delà de, voilà, juste il est portier, quoi. Après tout, c'est pas forcément mieux que le boulanger, le boucher du coin. Enfin, voilà. Il avait un boulot, ce qui n'est pas forcément évident d'ailleurs dans son milieu, dans le quartier dans lequel il vit, on le voit, hein, c'est un quartier populaire, mais bon, grotesque oui, mais on va le plaindre aussi, parce que le gars il s'est fait bouffer. Bouffer doublement, voilà, parce qu'il a cru être uniquement, voilà, son travail, tout ce qui est autour finalement, c'était son boulot, et du coup, par ce qu'on lui enlève, parce que finalement on le remplace, c'est comme ça, c'est le système, on a trouvé quelqu'un de plus jeune, d'ailleurs il n'est même pas prévenu avant, le gars a déjà pris sa place, il rentre par le portique de l'hôtel, hein, passage comme cela, un peu une sorte de purgatoire, hein, quelque part, hein. L'intérieur c'est le paradis, dehors c'est l'enfer, mais finalement à l'intérieur ça va être l'enfer pour lui quand il va découvrir que, tiens, il y a cet homme là, mais non. Voilà, bah oui, bah tu n'es plus portier, voilà. On voit ça, hein, filmé de l'extérieur et tout, enfin de l'extérieur, derrière les fenêtres, etc. Et c'est là où, après, on a une magnifique technique avec le chef opérateur Karl Freund, sur laquelle je vais revenir vite fait. Donc, oui, et puis après tout ce qui va se passer, les effets qui vont avec, parce que c'est à beau être réaliste, comme on est d'un point de vue extérieur la plupart du temps, voilà, hop, ok, oui, mais à un moment, on va quand même être dans son subconscient, ses regrets, sa nostalgie, sa torpeur, son angoisse, sa dépression absolue, et donc on va avoir des visions avec surimpression, tout cela, des effets de flou. Donc là, on entre dans une forme d'expressionnisme complet sur quelque chose de très réaliste, mais un peu ridicule aussi en soi, parce que l'histoire, bon, oui, c'est quelqu'un qui perd son boulot, d'accord, mais bon, il ne l'assume pas, et parce qu'il a trop surjoué sur ce travail-là. Ajouter à cela, d'ailleurs, aspect terrible, c'est que l'ironie du sort, montage alterné d'ailleurs, et deux parallèles en destin, c'est que sa nièce ou sa fille, on ne sait pas trop, dans les crédits en français en tout cas, c'est marqué que c'est sa nièce. Sa nièce va épouser quelqu'un, voilà. Et au moment où elle va se marier, ben lui il perd son boulot, donc il n'ose pas assister au mariage parce qu'il n'a plus son costume, alors que sa nièce, elle, endosse le costume de la mariée, justement. Donc voilà. Elle aussi, elle va rentrer dans une autre forme de système, hein, les épousailles, et voilà, tout ce qui s'ensuit. L'ironie du sort, quand même, tout ça, c'est terrible. Et alors, bah, évidemment, comme c'est du pur cinéma, au-delà donc des expressions de jeu d'acteurs, tout ça, il y a aussi le visuel. Il y a quelque chose qui a été plus ou moins inventé, on va dire expérimenté de façon très forte ici, c'est une sorte de caméra très en mouvement. Alors, ils appellent ça une caméra déchaînée, c'est le nom technique, hein, traduit de l'allemand, avec des travelling autonomes, avec des harnais, etc. C'est-à-dire que pour l'une des premières fois, il a une forme de steadicam avant l'heure, là. Voilà, la caméra bouge, je sens qu'il y a quelqu'un qui la pilote derrière, pour nous faire rentrer dans les scènes les plus marquantes, notamment quand il lit une lettre, etc. La caméra même rentre à travers la vitre, hein, le jeu d'effets comme ça, où il découvre donc en lisant qu'il est dégagé. Parce qu'en plus, le gérant de l'hôtel ne lui dit pas directement, il lui donne une lettre. Alors, on voit un petit peu l'hypocrisie du système en plein dedans. Donc il y a ça, et puis le jeu avec évidemment les mouvements à travers ces portiques là, et autres, hein, derrière, hein, quand il va se faire dénoncer, enfin, voilà, la réalité va éclater. Il y a des effets de visage sur les bouches, sur les oreilles, c'est presque horrifique. On est vraiment dans une peur absolue du gars qui se retrouve complètement pris au piège. Pris au piège de tout d'ailleurs, là, parce que c'est un peu le point de non-retour. Donc il y a tout ça, là, il y a beaucoup de choses. Dans la mise en scène, c'est hyper riche et hyper
fort. Ça annonce beaucoup de choses de l'horreur d'ailleurs aussi. Hein. Il va travailler une technique encore plus suave à l'américaine, mais qui va être très forte. L'horreur, c'est son sommet, hein, évidemment. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est le 7e art absolu. C'est-à-dire que on est en 1924, on n'a pas encore toutes les techniques possibles, hein, il n'y a pas de zoom encore, hein, c'est pour ça que les travelling comme ça, c'était très fort à l'époque. Il fallait, pour rentrer dans l'émotion du personnage, il n'y avait que ça, et c'était pas évident de les faire. Et c'était fait là. Et donc on se retrouve ici avec une pièce angulaire, hein, une pierre angulaire même, disons-le, de ce cinéma-là. Alors là où le cinéma muet commençait à être sur la fin, en fait, en soi, hein, 3 ans après, il y a le son. Hein. Mais cette idée-là, elle est très forte, je trouve, et c'est vraiment Murnau, quoi. On voit Nosferatu avant, on voit l'horreur après, ce film est absolument logique dans cette progression-là. Et donc, il y a l'intertitre qui annonce les 20 dernières minutes, grosso modo, qui est presque ironique, il se passe un truc. C'est là où on se demande d'ailleurs quel est le message, mais je pense que c'est parce que c'est du cinéma. Ce qui se passe, c'est terrible et tout, et puis, Murnau et son scénariste, hein, Karl Mayer surtout, décident d'insuffler un geste autre pour ne pas laisser le spectateur dans un désespoir absolu, mais ça en est presque comique, en fait, vu ce qui se passe. Mais bon, je vous laisse seul juge, hein, j'en parle pas plus en détail ici, hein, je laisse la surprise totale à celles et ceux qui tombent sur cette vidéo, mais on peut en parler en commentaire si vous voulez. Je pense que c'est presque pour renforcer le critique de situation de ce système social-là de l'époque. Je pense que, parce que l'opulence inversée, alors qu'on ne s'attendait pas à cela, là, on rentre dans quelque chose d'autre que le réalisme, hein, par exemple. Mais c'est à la fois, d'ailleurs, compromission totale au système, mais quelque part, idée de partage quand même, parce qu'il n'oublie pas d'où il vient. C'est intéressant, ça. Bref, cette fin est assez étonnante. Voilà. Elle peut surprendre, mais bon, le film est vraiment très très bon. Pas de doute là-dessus. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, du cinéma de Murnau au sens large, bien sûr, de la prestation de l'acteur principal, des effets techniques de l'époque. Beaucoup de choses à analyser et à dire hein, sur ce film. J'ai été évidemment pas du tout exhaustif, donc je vous invite à rajouter ce que vous voulez dessus et à donner votre avis, bien sûr. Allez, à la prochaine, ciao.